Invité aujourd'hui dans Écosphère, le magazine économique de RTCI, comme tous les jeudis. Alors, je ne sais pas comment présenter mon invité. Il y a tellement de choses à dire à son égard que, bon, c'est un expert comptable, mais depuis une quarantaine d'années, mais il reste jeune d'esprit et de forme. Il a fait des études doctorales en fiscalité internationale à l'université Nice-Sophia Antipolis. C'est pourquoi on le sent très à l'aise dans les sujets de fiscalité, à part les autres sujets, bien évidemment. D'ailleurs, nous allons profiter de sa présence ce soir au Studio 10 pour traiter des points d'ordre fiscal, sans oublier, bien sûr, qu'il est également enseignant, hein, entre autres. Faisal Derbel, bonsoir. Bonsoir, Mondel. Merci pour l'invitation et pour la présentation aussi. Hein. C'est une toute petite présentation pour vous faire connaître par rapport à nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, mais la plupart, en tout cas, ont fait des commentaires éloquents sur votre passage, puisque, d'ailleurs, vous avez fait de petites vacances en termes médiatiques, pour des raisons, bon, qu'il serait vain de citer. L'essentiel, c'est que vous êtes là et que nous allons profiter, dans le bon sens, bien sûr, hein, de vos connaissances et de votre spécialité, en tout cas fiscale, pour entamer cet entretien par rapport à deux sujets qui sont assez actuels et où il y a bien sûr un peu de controverse. Mais on va voir tout ça et je compte sur vous et votre surtout pédagogie, puisque vous êtes également enseignant, pour que les auditeurs et auditrices soient vraiment bien au secret, disons, de ces deux points. Peut-être un troisième point aussi que j'ai mis, mais bon, ça dépend du temps qui nous est imparti, de jeter un petit coup d'œil sur quand même la 7e édition du Forum de la gouvernance d'entreprise. Oui. Et la gouvernance, c'est quelque chose de très très important, pour ne pas dire fondamental. Voilà. Absolument. Encore une fois, bienvenue, Sifaisli. Merci. C'est moi donne mes salutations à vous-même, à vos auditrices et à tous les auditeurs. Et merci encore une fois pour cette invitation. Nous allons commencer par le premier sujet, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Les caisses enregistreuses, c'est ça? Les caisses enregistreuses, oui. Les caisses enregistreuses. Avec la publication de l'arrêté de Madame la ministre des Finances du 14 octobre, la boucle est bouclée. Ce dernier 14 octobre. Ce dernier 14 octobre 2025, récemment publié aujourd'hui, cet arrêté-là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire tout le processus et le mécanisme des caisses enregistreuses est terminé et maintenant, c'est la mise en application de ces dispositions. C'est pour dire, c'est facile que ce processus a commencé bien avant 2025. Absolument. Peut-être en novembre 2019. Bien avant. C'est l'article 48 de la loi 2015-53 portant loi de finances pour l'année 2016. Donc on a mis beaucoup de temps, mais mieux vaut tard que jamais. L'essentiel, c'est que l'arrêté est publié, donc tout est finalisé. Cet article-là a institué l'obligation pour les entreprises de services de consommation sur place d'avoir des caisses enregistreuses. Ça, c'est l'article. Alors, qu'est-ce qu'on appelle consommation sur place? C'est ça. On va y arriver. On va y arriver. Tout à fait. On va y arriver. Et la loi aussi, la loi de finances, au niveau de son article 48, a bien précisé que le défaut, le manquement à cette obligation, ainsi que les manipulations des données ou la falsification des données de la caisse enregistreuse sont passibles des sanctions prévues par l'article 94 du CDPF, c'est-à-dire du Code des droits et des procédures fiscaux. C'est quoi les sanctions? C'est une peine d'emprisonnement de 16 jours à 3 ans. Et c'est une amende de 1000 dinars à 50 000 dinars. C'est ce qu'a prévu la loi. Oui, mais comment ça va se présenter? Quel est le processus de mise en œuvre? Qu'est-ce qu'on entend par consommation sur place? Comment il faut faire? Pour cela, la loi a fait un renvoi à un décret. Lequel décret a mis aussi beaucoup de temps pour qu'il soit publié.
Donc, il s'agit du décret du 26 novembre 2019. C'est ça. Donc, de la loi de finances. J'ai fait référence. Oui, c'est le décret du 26, numéro 1126, du 26 novembre 2019. Qu'est-ce qu'il a défini? Il a défini les modalités d'application de cette mesure. Tout d'abord, quelles sont les personnes assujetties? Et par là, on va comprendre qu'est-ce qu'on entend par entreprise de services de consommation sur place. Un. Deux, quels sont les outils qui vont être mis en place? Commençons par les personnes assujetties. Les personnes assujetties, ce sont les entreprises qui exercent une activité à titre principal ou secondaire. Donc, même les activités exercées à titre secondaire de vente de nourriture ou de poissons préparés ou prêts à la consommation et qui fournissent à leurs clients des services de consommation sur place. Ce même décret fait un renvoi à un arrêté, le dernier arrêté qui vient d'être publié. Donc, il y a la loi, le décret, la loi qui fait un renvoi à un décret et le décret qui fait un renvoi à un arrêté. C'est une sorte de succession. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que la boucle est bouclée avec l'arrêté. Donc, tout a été finalisé. Un arrêté que personnellement j'applaudis. Personnellement, j'applaudis cet arrêté-là. Pourquoi? Parce qu'on a réellement besoin, et ça fait une bonne dizaine d'années que nous appelons à chaque occasion, à chaque forum, à chaque manifestation, à chaque rencontre avec les ministres, prière, mettez en place la caisse enregistreuse, et je vais vous démontrer par la suite quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts et les avantages de la mise en place de ces caisses enregistreuses. Ce décret a aussi expliqué les mécanismes. Je ne vois les mécanismes. C'est quoi? C'est tout d'abord une caisse enregistreuse qui répond à certains critères, bien entendu, au niveau de l'entreprise, avec un système de liaison avec la plateforme de l'administration fiscale. Donc, il y a le module caisse enregistreuse et le module données fiscales qui sont au niveau de l'entreprise et pour lesquels la caisse doit répondre à certaines caractéristiques. Ce n'est pas n'importe quelle caisse enregistreuse. Ce n'est pas la caisse que nous avons dans les supermarchés ou chez les restaurants maintenant, qui ne sont pas dotés d'une caisse enregistreuse. Et qui est liée à la plateforme du ministère des Finances, des services compétents du ministère des Finances. D'ailleurs, le ministère, apparemment, Faisal Derbel, avait indiqué auprès de quels fournisseurs on pouvait procéder à l'acquisition de ces équipements. Tout à fait. Il y a des fournisseurs qui sont agréés. On ne peut pas importer une caisse enregistreuse de l'étranger et dire voici la caisse enregistreuse. Là, non. C'est ça. Il faut que ce soit acquis auprès d'un fournisseur agréé, lequel fournisseur agréé doit aussi assurer la maintenance de la caisse, assurer aussi les réparations en cas de panne, informer l'administration fiscale. Il a l'obligation d'informer l'administration fiscale s'il relève ou s'il constate des manipulations frauduleuses au niveau de la caisse enregistreuse, parce que c'est son outil à lui. Il connaît parfaitement quelles sont les manipulations qui ont été introduites au niveau de la caisse. Donc, c'est réellement un bon contrôle interne, voilà. C'est vraiment un bon contrôle interne. Avec, bien entendu, des outputs du système de la caisse enregistreuse. Quels sont les outputs? C'est tout d'abord un ticket prénuméroté, l'identification du module des données, l'agent qui a effectué l'opération, la date de l'opération, la raison sociale de l'entreprise, etc. Toutes les informations nécessaires. Pour assurer la traçabilité de ces opérations. Absolument. Bon, est-ce qu'on peut faire tout ça du jour au lendemain? Quand même, les entreprises de consommation sur place, et là, je reviens aux entreprises de services de consommation sur place, qui sont? Ce sont les établissements, les restaurants classés touristiques. Alors, les restaurants classés touristiques, c'est ceux qui ont une fourchette, c'est ça? Tout à fait. Une fourchette, deux fourchettes, c'est ça? Tout à fait, qui sont classés en vertu d'un décret, le décret 89-432 du 31 mars 89, relatif au classement des restaurants, catégorie 1 fourchette, catégorie 2 fourchettes, catégorie 3 fourchettes et catégorie 3 fourchettes de luxe. De luxe. Ouais. Je n'en ai pas vu beaucoup, en tout cas. Peut-être c'est en or les fourchettes, peut-être c'est en or. Oui, découvert certainement, en or ou en argent. Et puis, donc, nous avons les restaurants touristiques. Et ceux qui ne sont pas touristiques, c'est les restaurants ordinaires. Et qui sont? Les restaurants ordinaires. Sans exception.
les fast-food, restaurants rapides, sandwicheries, snack bar, toute entité fournissant à titre principal. Tacos et tout ça. Cool. Tout le monde. Quel que soit le lieu dans lequel on exerce. Quel que soit le lieu, on exerce. Ça, pour ce qui est bouffe, restaurant. C'est ça. Pour ce qui est débit de poisson, nous avons un classement, café première catégorie, café deuxième catégorie, café troisième catégorie, et les salons de thé. Est-ce qu'on peut instituer l'obligation de... Est-ce qu'on a suffisamment de caisses, est-ce qu'on a importé suffisamment de caisses enregistreuses pour pouvoir satisfaire le besoin de tout ce beau monde? C'est des milliers quand même. Oui. Faites un petit tour ici à l'avenue de la Liberté, vous allez relever une centaine de... On trouvera des entreprises de prestation de services, et entre l'entreprise et l'entreprise, il y a une entreprise de consommation sur place. Bah, donc, c'est pour cette raison que l'arrêté de la ministre des Finances, et c'est pour cette raison que j'ai dit, j'applaudis cet arrêté-là, est venu prévoir une introduction progressive de la mise en place de la caisse enregistreuse. Il a joué sur le timing. Il a joué sur le timing, tout à fait. Le timing, les restaurants classés, logiquement, c'est le 1er novembre. Donc, c'est le 1er novembre. À partir du 1er novembre, normalement, aujourd'hui, lorsque je vais dans un restaurant classé, je dois avoir un ticket émis par une caisse enregistreuse. Parce que l'obligation, d'après l'arrêté, à partir du 1er novembre, les personnes morales qui exercent une activité ou les activités de restaurant classé touristique, ou salon de thé, ou bien café de deuxième et troisième catégorie, pas les cafés de première catégorie. Oui. Ça, c'est déjà entré en vigueur pour ces entreprises-là. Donc, ils doivent l'appliquer. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'ils ont trouvé les caisses enregistreuses? Est-ce qu'ils les ont achetées? Est-ce qu'il y a eu la connexion? Est-ce que la plateforme du ministère des Finances est prête ou non? Normalement, des responsables du ministère des Finances qui doivent répondre à cette question. Sincèrement, je n'ai pas une idée s'ils sont à jour, s'ils ont mis en place la plateforme, si elle fonctionne, la plateforme, ou pas encore. Vous n'avez pas eu l'occasion, c'est facile d'aller dans un restaurant à 3 fourchettes pour ni pour vérifier. Non, je ne suis pas allé, malheureusement. Mais, je voudrais peut-être faire la remarque suivante, c'est facile, c'est que le Tunisien n'est pas vraiment habitué à exiger une facture ou un ticket ou une pièce justificative. Je pense que côté culture financière, on est... Feu Slim Sheikr, ministre des Finances, Allah yarhamou, Slim Sheikr. D'ailleurs, c'est sa loi de finances à lui. Et c'est la mesure qu'on avait débattue ensemble. Personnellement, j'ai participé un tout petit peu au débat et à la discussion pour la mise en place de ce mécanisme-là. Vous étiez à l'époque conseiller du gouvernement? Non, pas encore. J'étais expert comptable, mais membre du Conseil national de fiscalité. J'étais membre du Conseil national de fiscalité qui est rattaché au ministère des Finances. Donc, il y a une certaine concertation entre nous. Il est même allé proposer des prix au hasard, comme un système de loterie, pour les tickets restaurants. C'est-à-dire, on fait le tirage une fois par semaine de une centaine, une vingtaine, une trentaine, à partir de la base de données qui est au ministère des Finances, puisque j'ai dit qu'il y a une duplication systématique des tickets au niveau de la plateforme. Il a dit, pourquoi pas ne pas faire comme une sorte de loterie. Et comme ça, les gens vont être encouragés à exiger, donnez-moi mon ticket restaurant. C'était une excellente idée. Ou d'ailleurs, les caisses enregistreuses, c'est l'œuvre de Feu Slim Sheikr, Allah yarhamou. Donc, ça d'une part. D'autre part, il faut renforcer le contrôle. Il faut que les gens de l'administration, les contrôleurs de l'administration se déplacent pour voir s'il y a réellement remise de tickets de la caisse enregistreuse ou non. Mais il faut que la mesure réussisse. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, je continue avec le timing. Oui. Le 1er juillet 2026. L'année prochaine. L'année prochaine. Les autres personnes morales, c'est-à-dire les personnes morales qui ne sont pas, qui n'ont pas des restaurants classés touristiques, un restaurant normal, qui n'est pas classé touristique, ordinaire ou café de première catégorie. C'est ça, mes personnes morales. 1er juillet
2027, donc une année plus tard, les personnes physiques qui sont soumises au régime réel. Le 1er juillet 2028, donc c'est tout le monde. Voilà, tout le monde quand même. C'est 3 ans pratiquement. Ils ont 3 ans, ils n'ont qu'à s'organiser. Oui. Et moi, je considère que celui qui refuse cette mesure-là ou qui conteste cette mesure-là, c'est qu'il y a derrière ça un souci ou une envie de fraude fiscale. Oui, moi j'allais dire l'évasion fiscale. Non, c'est la fraude, c'est carrément la fraude fiscale. C'est carrément la fraude fiscale. Oui. Donc, si on est compliant, si on respecte la loi, si nous déclarons notre revenu intégralement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de contester cette mesure. C'est pour cette raison que j'ai dit, j'ai applaudi cette mesure. La caisse enregistreuse doit être généralisée au niveau de toutes les entreprises de services de consommation sur place. Quelle que soit personne physique, personne morale. Personne morale, personne physique, fast-food, quel que soit. Oui, parce que vous partez, si fait, je pense, du devoir du citoyen. Absolument. C'est un devoir de payer ses impôts. Absolument. C'est un devoir et il doit le faire de manière volontaire. Absolument. Bon, le problème maintenant, c'est qu'en contrepartie, est-ce qu'il a toujours la contrepartie de ce qu'il verse comme impôt ou comme taxe? Mais ça, c'est un autre problème. Mais l'essentiel, c'est que chacun paye ses impôts. Absolument. Là, je suis intransigeant sur ce point-là. Vous avez toujours prôné ça. Indiscutablement, absolument, il faut payer les impôts. Et c'est ça le devoir de citoyenneté. Tout à fait. La citoyenneté, c'est payer vos impôts correctement. Et sinon, on va dire c'est l'œuf et la poule. Commençons par payer les impôts et par la suite, on va exiger des meilleures prestations de santé, des meilleures prestations au niveau d'éducation, d'accord? Sachant qu'on n'a pas de ressources naturelles. Nous, 90%, plus que 90% de nos ressources propres, c'est des impôts et taxes. On n'est ni producteur de pétrole, bien au contraire. Oui. On est importateur. Bon, le phosphate, c'est entre 4 et 5 millions de tonnes. Ce n'est pas du tout fameux par rapport au Maroc, par exemple. Oui, on était à ça, à 8 millions et demi. Absolument, on était à 8 millions et demi. Les céréales, bon, cette année, c'est une belle année, mais on ne dépasse jamais les 12 millions de quintaux, alors qu'on a besoin de 30. L'huile d'olive, bon, si la quantité augmente, malheureusement, les prix baissent. C'est le cas de 2025. Donc, on n'a pas beaucoup de ressources. Mais on a un manque de ressources. Donc, les ressources, c'est la production, c'est les impôts que nous devons payer convenablement et correctement. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à ajouter, Faisal Derbel, par rapport sinon, on va passer au sujet numéro 2. À ajouter, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus est finalisé, la boucle est bouclée, donc essayons d'assurer la mise en œuvre à travers la conviction dans un premier temps. On peut faire le tour des salons de thé et des restaurants touristiques, etc., et essayer de sensibiliser davantage ces gens-là. Sinon, par la suite, c'est pas la peine. On ne peut pas commencer directement par l'emprisonnement. Et non, on doit passer par une période. C'est ça, une période de sensibilisation. Des avertissements. Absolument. De sensibilisation. Disons, je dirais, si d'ici début 2026, tous ceux qui sont soumis à cette obligation, c'est-à-dire les restaurants classés et les cafés de deuxième, troisième catégorie et les salons de thé vont se conformer à cette obligation, je dirais qu'on va pouvoir la réussir. Parce que si on ne va pas réussir la mise en place au niveau de ces entités-là, tout le processus va tomber à l'eau. Bien sûr, parce que les autres ne vont pas suivre. Donc il faut réussir cette première étape, cette première phase. Et là, c'est un appel à Madame la ministre des Finances pour mettre le paquet, pour faire une véritable campagne de sensibilisation de ces personnes-là. Dans un premier temps, on peut ne pas, c'est pas la peine de sanctionner directement, c'est ça, de sensibilisation, d'avertissement sur le faux, pour qu'ils puissent se conformer à cette obligation. Très bien, alors Faisal Derbel, qui est notre invité aujourd'hui, on passe à la deuxième partie de l'émission que nous allons consacrer à un autre sujet aussi important, qui est la facture électronique. Alors la facture électronique, c'est quoi déjà une facture électronique, c'est Faisal ?
C'est une facture qui n'est pas établie sur un support papier. C'est une facture, comme on l'a toujours fait, effectivement. C'est une facture qui est établie à travers un template qui est fourni par généralement TTN. Oui. On va établir la facture à Tunisie Trade-Net. On va l'établir. Puis, on va l'envoyer à Tunisie Trade-Net, bien entendu, pas de support papier, pas de transmission physique, dématérialisation. Trade-Net, il va stocker les informations, bien entendu, et si le destinataire de cette facture est lui-même affilié chez TradeNet, donc la facture lui est envoyée directement, sinon la facture revient chez moi, et c'est moi qui va l'expédier à mon client, c'est ça. Mais de manière, c'est la digitalisation totale. Il n'y a pas de support, dématérialisation totale. Oui, mais comment adhérer à ce système de facturation électronique? Ce système de facturation est un peu compliqué, justement. Oui. Il est un peu compliqué, mais il présente aussi les mêmes avantages que la caisse enregistreuse, c'est-à-dire permettre de lutter contre la fraude, contre l'amélioration du chiffre d'affaires, contre les factures non enregistrées, contre l'amélioration des produits et tout ce qui s'ensuit. Au fait, c'est la loi de finances de 2016 qui a institué, encore une fois, Slim Chekr, qui a institué l'obligation d'établir une facture électronique. On a commencé par qui? On a commencé par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Direction des grandes entreprises. Pour ce qui est de leurs opérations avec l'État, c'est-à-dire, si je prends le cas d'un fabricant de produits laitiers, par exemple, qui relève de la DGE, lorsque ce fabricant de produits laitiers vend ses produits à une grande surface, il n'a pas à utiliser la facture électronique. Mais si ce fabricant de produits laitiers vend ses produits à la cité au restaurant universitaire ou à n'importe quel autre établissement public, il doit utiliser la facture électronique. Idem pour les professionnels, producteurs industriels et commerçants grossistes des médicaments et de carburant. Aussi, ils doivent utiliser la facture électronique, mais pour toutes leurs opérations. Donc, les commerçants grossistes et fabricants de médicaments et de carburant. De transport aussi. De carburant. De carburant. C'est ça. Ils doivent utiliser les factures électroniques. Bon, les modalités, c'est un tout petit peu compliqué. C'est compliqué. Il y a une note commune qui précise, oui, c'est faisable et c'est nécessaire et on doit passer à la facture électronique. Voilà. C'est compliqué comme première étape de mise en place. Par la suite, on s'habitue. Oui. Et puis, c'est demandé à qui? C'est demandé quand même aux entreprises qui relèvent de la DGE. C'est pas n'importe quelle entreprise. Donc, ils doivent disposer d'un système d'information fiable, d'un système d'information robuste. Et puis aussi, les commerçants grossistes de médicaments et de carburant doivent disposer d'un très bon système d'information. Mais l'objectif, c'est d'élargir. Oui. D'élargir le spectre. Le spectre, tout à fait. C'est une mesure qui a été instituée sans obligations matérialisées par une sanction en cas de non-respect. Si jamais vous ne faites pas... oui, si jamais vous ne faites pas, vous ne risquez rien. Si vous ne faites rien, vous ne risquez rien. Bon. La loi de finances de l'année dernière s'est rattrapée. La loi de finances 2025. 2025, pour l'année 2025. Oui. L'année de finances de décembre 2024, qu'est-ce qu'elle a dit? Est punie d'une amende de 100 dinars à 500 dinars par facture, chaque personne qui émet... Par facture. Chaque personne qui émet des factures sur support papier, au titre de chaque opération soumise à l'obligation d'émettre des factures électroniques, etc. Mais, heureusement, ça ne doit pas dépasser 50 000 dinars. L'ensemble le tout, c'est-à-dire l'ensemble des pénalités, ne doit pas dépasser... parce que 100 dinars par facture, c'est beaucoup. Ça risque de cuber. Oui. De 100 dinars jusqu'à 500 dinars. 500 dinars, c'est avec le tarif un plafond, minimum. Oui, de 50 000 dinars. Donc,
Mais au moins, il y a une sanction parce qu'il est insensé de prévoir une obligation sans qu'il y ait la contrepartie, la sanction en cas de non-respect. Donc, et pratiquement toutes les législations, c'est ça. Hein. Oui. Et la facture électronique, ce n'est pas le propre de la Tunisie. Plusieurs pays ont adopté ce système qui a fait ses preuves et qui permet de renforcer la transparence et l'équité fiscale. C'est ce qu'on veut exactement. On veut de la transparence, de l'équité fiscale. Pour que ce fardeau-là soit réparti le moins inéquitablement possible, je ne peux pas dire le plus équitablement possible, mais le moins inéquitablement possible entre tous les contribuables et entre tous les personnes soumises à l'impôt. Et c'est pour ça que, c'est fait, je vous ai dit tout à l'heure, que le Tunisien, en termes de culture, n'aime pas beaucoup les impôts, surtout qu'il a été assez sanctionné à l'époque des bey. Oui, oui. En parlant de Majba, en parlant de et là, la fameuse révolte de Ali Ben Revem, tout à fait. Lorsque pour alimenter son budget, a fait doubler, le bey a fait doubler El Majba. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc là... et la révolution de Thawrat al-Himar, et puis les émeutes du pain en 1984, c'est un tout petit peu un problème de fiscalité, puisqu'on a réduit les subventions, c'est un peu la même chose. Ça, oui. Oui. C'est-à-dire que voilà, culturellement, le Tunisien n'a pas été très bien servi. Côté impôts, côté taxes, etc. Côté flous. Le Tunisien ne veut pas décasser, c'est ça le problème. Oui, mais bon, c'est pas le Tunisien uniquement. Là, il faut avoir cette philosophie. Parce que finalement, c'est votre État. Finalement, c'est la sécurité de vos enfants. Finalement, c'est votre sécurité à vous. Oui, nous avons l'impression que c'est un autre objet. L'État, c'est un autre objet. Oui. Cela ne nous concerne pas. Mais non, mais l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Heureusement, il y a une certaine évolution au niveau de la mentalité. Parce que moi, je rappelle, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être, celui qui fraude le fiscal, qui fraude l'impôt, l'impôt qui réduit ses impôts en quelque sorte, c'est un acte de héroïsme. Les héros. Oui. Écoutez, moi, je n'ai pas payé. Alors là, j'ai vraiment... mais c'est possible. Heureusement que ça a changé maintenant. Et je constate que les gens vont de plus en plus vers une certaine discipline. Bon, je ne parle pas des contrebandiers, je ne parle pas de la contrebande, c'est autre chose, c'est un autre chapitre. Mais au niveau des sociétés, des entreprises, et même des entreprises individuelles, qui sont relativement structurées, immatriculées, registre RNE, administration fiscale, il y a vraiment une bonne tendance pour plus de transparence. Bon, mais il y a l'informel. Ça, c'est vraiment... Bon, l'informel, ça, c'est, je crois, qu'un sujet auquel on devrait consacrer une émission. Même plus. Même plus d'une émission, parce qu'on n'est jamais arrivé... Mais il y a des solutions, On n'est jamais arrivé à... On le fait chaque année, chaque loi de finances, dans ses dispositions, affirme qu'on va... s'occuper du réseau, etc. On peut s'en occuper. Plus de contribuables. On peut s'en occuper, et si vous permettez un autre point que je voudrais aborder, on peut s'en occuper à partir de cette année pour ne pas favoriser la contrebande. Parce qu'il y a une disposition au niveau du projet de loi de finances qui va encourager de 2026. Oui. Et là, je demande, et je fais un appel à la ministre des Finances, aux députés, pour retirer cette mesure-là. C'est l'article 57, si mes souvenirs sont bons. Et alors, il consiste en quoi, cet article ? Elle consiste à supprimer l'article 45 de la loi de finances pour l'année 2019. En quoi il consiste, l'article 45 ? L'article 45, cet article-là, qui a été supprimé, consiste à obliger les parties, acheteurs et vendeurs, de biens immeubles ou de matériel de transport, de mentionner les références du paiement du bien. Moi, j'ai acheté un appartement pour 200 000 dinars. Je dois mentionner au niveau du contrat que le prix est de 200 000 dinars. Il a été payé par chèque numéro ou par virement. Et il est interdit les paiements par chèque, par espèce, au-delà de 5 000 dinars. Et ça, c'est une excellente mesure. Oui. Mais c'est une excellente mesure. Personnellement, lorsque j'étais conseiller auprès de la présidence du gouvernement, j'ai bataillé pour ce genre de disposition. Et puis, c'était en rapport avec nos accords avec le GAFI, pour que nous puissions sortir de la liste noire. Eh bien, j'étais étonné. Mais pourquoi vous allez refuser ? Vous allez supprimer cette disposition ? Il n'a pas lieu. Il faut la maintenir.
Il faut que... Si vous voulez payer en espèces, c'est parce que vous n'avez pas voulu déposer cet argent-là en banque. Voilà. Parce que si vous le déposez en banque, il y a une trace écrite que vous avez réalisé un revenu sur lequel vous n'avez payé ni TVA, ni RPP, ni... Ça, c'est pas logique. Oui. Donc, c'était pour obliger les gens de transiter par la banque, déposer l'argent en banque, parce que en cas de contrôle, on va demander les relevés bancaires et on va dire à l'intéressé d'où vous avez procuré ce fonds-là. Et lequel, si on va supprimer... Alors, il est question dans la loi... C'est la loi, c'est l'article 50... oui, c'est l'article 56, si mes souvenirs sont bons. Donc, prière, messieurs les députés, si vous m'écoutez, ne pas voter cet article-là. Et prière, Madame la ministre des Finances, si vous êtes en train de m'écouter aussi, ne pas retirer cet article-là. C'est insensé. Oui, alors que d'un côté, nous essayons de diminuer tout ce qui est évasion, fraude, etc. Tout à fait. Et d'un autre côté, on va plutôt aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs... malheureusement, on constate que le cash est de plus en plus utilisé. Les BMC sont de leurs 26 milliards de dinars, les billets monnaie en circulation. C'est énorme. C'est plus que les réserves en devises. Hein, c'est plus que les réserves en devises, absolument. Ce qui est insensé, je 25 millions, voilà 26 milliards de dinars de billets monnaie en circulation. Et ça va augmenter davantage avec cette mesure-là. Oui. Ça va augmenter davantage. Non, c'est insensé, il ne faut pas l'accepter. Bien, donc là, c'est un appel à la ministre. J'ai un autre appel, si vous permettez, si le temps le permet, bien entendu. Il faut en profiter, là. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, alors on va faire... Justement, avec la facture électronique, donc c'est une excellente mesure. Les entreprises sont habituées et ça permet de renforcer, de consolider la transparence. Sauf que le projet de la loi de finances a étendu l'obligation d'émettre des factures électroniques aux prestataires de services. Par exemple, un avocat. Ou vous, en tant qu'expert. Justement, je n'ai pas voulu vous donner mon exemple pour ne pas dire qu'il est en train de défendre un cas particulier. Les avocats, les architectes, etc., sont soumis à l'obligation d'établir une facture électronique. On n'est pas encore prêt, d'une part. D'autre part, ça ne se justifie pas, surtout pour les experts comptables, parce qu'il n'y a aucune marge de fraude. Ils travaillent avec des entreprises organisées qui font la retenue à la source et puis tout est déclaré, je dirais. Donc, je crois que c'est un peu prématuré, c'est un peu, je dirais même inapproprié si on va instituer cette obligation pour les prestataires de services. Nous avons dit que les entreprises qui relèvent de la DGE non, cette obligation que pour leur marché avec l'État. En plus, oui. Moi, je trouve beaucoup plus important. Paradoxalement, un prestataire de service avec... Bien sûr. Un prestataire de service, surtout, les services non commerciaux, c'est-à-dire l'expert comptable, l'avocat. Je suis en train d'émettre une facture, l'architecte. Moi, j'ai mis une vingtaine de factures par an. Par an, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous allez me soumettre nullement. Absolument. Donc, s'ils peuvent revoir cette mesure aussi. Très bien. Et alors, là, peut-être pour clôturer, c'est un mot sur la gouvernance, là, parce que vous avez quand même animé, entre autres, été un des intervenants dans cette 7e édition, je crois. 7e édition, tout à fait. Gouvernance. Et d'ailleurs, vous êtes président Centre tunisien de gouvernance auprès de l'ISCE, voilà. Oui, je préside le Centre tunisien de gouvernance et nous avons organisé le 7e forum sur le thème la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, 20 ans après. Et on a tenu ce forum-là le 18 octobre 2025. Donc, jour pour jour, 20 ans après. 20 ans après. Nous avons présenté des résultats. On a présenté beaucoup de résultats, tout à fait. Et parmi les résultats, ou parmi les conclusions, parce que ça va me demander si je vais parler de... là, c'est tout juste vraiment les principaux enseignements. Les principaux enseignements, c'est qu'il y a une absence ou une insuffisance de contrôle des professionnels et ce sont les professionnels qui réclament ce contrôle-là. Lorsqu'on met une loi sur la sécurité financière, Sarbanes-Oxley, la loi française, il y a systématiquement un organe de contrôle
en dehors du ministère de leurs experts comptables, etc., qui contrôlent la bonne application et le bon respect par les professionnels de ces dispositions. Pour le moment, ça n'existe pas en Tunisie, hein. Ça n'existe pas. Nous avons une commission de contrôle qui relève de l'ordre avec le ministère des Finances, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Le PCAOB fait France, fait Amérique, PCAOB, le H3C, qui est devenu H2A, audit assurance, qui contrôle. Donc ça, et nous réclamons cette instance-là. C'est vraiment paradoxal. Hein. Absolument. Mais ça, là, c'est pour que vous soyez quand même sûr que, tout à fait, que nous sommes en train d'appliquer selon les normes, la loi. Et les standards. Absolument, d'appliquer la loi. Parce qu'en matière maintenant de rotation, de nomination, il y a quelque chose. Oui, on veut éviter. C'est pas très clean, oui. Donc on souhaiterait que. Comme dans toutes les professions. Absolument, oui. Mais comme vous le dites, il est préférable quand même qu'il y ait une institution qui soit vraiment au-dessus de absolument. Donc ça c'est la principale recommandation. Aussi on souhaiterait que le statut du commissaire aux comptes soit revu pour réduire un tout petit peu le côté pénal. Pour un oui ou pour un non, on va dire où est le commissaire aux comptes, où est le commissaire aux comptes. Oui, c'est vrai, on écoute ça. Mais le commissaire aux comptes, ce n'est pas censé vraiment. Pas censé, bien entendu. Il a l'obligation de révéler. Absolument, il est obligé de révéler les de lecture s'il a pris connaissance de ces faits-là, mais si jamais il y a une fraude quelconque dans une agence bancaire à l'extrême sud de la Tunisie, et moi je suis commissaire de compte de cette banque, je ne suis pas censé savoir que cet agent-là a détourné 10 000 dinars à l'agence Bourj Khadra. Oui. Donc on souhaiterait plus de précision quant à la responsabilité pénale du commissaire aux comptes. Parce que nous avons certains confrères qui ont été réellement inquiétés. Oui. D'accord ? Bien entendu, au niveau gouvernance, c'est la même chose pour le statut de l'administrateur. On souhaiterait que, parce que cette loi-là ne concerne pas uniquement la profession comptable, concerne aussi le conseil du marché financier, tout à fait, les administrations, les membres, les comités d'audit, etc. On a aussi exprimé le vœu que le statut de l'administrateur soit revu. Parce qu'aujourd'hui, le métier le plus facile au niveau de l'accès, c'est administrateur. Oui, ça ne demande pas de diplôme, d'expérience. Rien du tout. Oui. Même pas de limite d'âge, même pas de diplôme. C'est pas normal quand même. Donc on souhaiterait que le statut ou la fonction d'administrateur soit mieux encadrée. C'est vraiment les principales recommandations qu'on avait présentées lors de ce forum-là. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est Faisal. Merci beaucoup pour tous ces détails concernant aussi bien la caisse enregistreuse que la facture électronique, que évidemment cet aspect de gouvernance. Et puis voilà, pour ceux qui ont raté cet entretien, eh ben, il est disponible sur notre page web rtci.tn et peuvent regarder l'ensemble de cet entretien. Un dernier mot peut-être, si Faisal ? Oui, un dernier mot, je vais commencer par regarder moi aussi cette émission-là. Un dernier mot, merci pour cette invitation encore une fois. Et je souhaiterais que les appels que je viens de faire soient écoutés, bien appliqués. Et je suis à la disposition pour des informations, des renseignements, des explications complémentaires au sujet des questions qu'on vient de soulever. Très bien. Merci beaucoup, c'est Faisal. Et à une prochaine au niveau de RTCI. Inch'Allah. Lady Blue, tout de suite. Un peu de musique. 120 minutes sur RTCI.